Les 24 heures du Mans existent depuis presque 100 ans et au fil des années, au fil des courses, nous avons vu apparaître plusieurs technologies. On dit souvent que l'endurance et les 24 heures du Mans sont un laboratoire pour nos voitures de tous les jours. C'est vrai, et sur nos voitures de tous les jours, il est bien connu que certaines technologies viennent directement des 24 heures du Mans, comme les freins à disque ou les phares anti-brouillard. Et il y en a plein d'autres, et on va les découvrir dans cette vidéo qui par ailleurs n'était pas du tout prévue dans mon programme des 24 heures du Mans. Mais j'avais un petit peu de temps à tuer, du coup j'ai écrit cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Mesdames et messieurs, attention, avant de commencer, placement de produit pour la team Le Circuit. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai mon équipe de karting. Et nous allons disputer notre plus grand défi en septembre, notre première 24 heures de course, les 24 heures de Muret. En plus de nos partenaires comme Simmersion, nous avons mis à votre disposition une cagnotte Eloasso. Lien en description. Chaque don nous aidera grandement et nous vous en remercierons. Cette aventure ne pourra pas se faire sans vous. Après, si vous êtes une marque et que vous souhaitez établir un partenariat avec nous, voici l'adresse mail de contact. Bref, les innovations venues du Mans, c'est parti. Alors on va procéder par ordre chronologique. Les 24 heures du Mans sont nées en 1923, mais un an auparavant, une technologie a déjà vu le jour. Effectivement, l'automobile est née à la fin du 19e siècle et les routes à l'époque c'était surtout de la terre battue. L'automobile a bien développé l'asphalte, mais à l'époque on n'avait pas tout le savoir, on ne savait pas quel mélange était le plus efficace. C'est alors qu'en 1922, un nouveau mélange d'asphalte va être posé sur la départementale 338. Aussi connue sous le nom de ligne droite des Hunaudières. 4 ans plus tard, l'entièreté du circuit va être recouvert par cet enrobé. Et cet enrobé est à l'origine de la résistance des routes qu'on utilise tous les jours. Ça là, ça, ce truc là, eh ben, ça vient du Mans ça. Ça vient du Mans. Le circuit de la Sarthe est extrêmement rapide. La ligne droite des Hunaudières, la ligne droite après Mulsanne, après Arnage, et à l'époque on faisait pas les S-Porsche et tout, on allait carrément tout droit, jusque quasiment tout droit, il y avait 2 virages un petit peu tendus, mais en gros c'était tout le temps tout droit, et tout le temps le pied à fond, quasiment. Voilà. Le Mans c'était pied planche. Chez Chénard et Walker on s'est dit, peut-être que l'air nous ralentit un petit peu dans les lignes droites, alors on va essayer de travailler un petit peu l'aspect de notre voiture, le profil de la voiture. Et en 1925, Chénard et Walker sont arrivés avec une voiture qui était la première à travailler son aspect aérodynamique. 1926, l'une des technologies les plus connues des 24 heures du Mans, le phare anti-brouillard. Alors, cette partie-là, et cette partie-là, vous le savez, et si vous le savez pas, c'est pareil, il y a beaucoup de forêt. La forêt, le matin, tôt le matin, à l'aube, eh bien, ça retient la brume. La brume, c'est pas bon pour la visibilité. Vous savez certainement que lorsqu'on roule dans le brouillard et que vous mettez les pleins phares, vous êtes aveuglé par un mur de lumière. Le brouillard, c'est plein de petites gouttes, et lorsque la lumière va traverser ces gouttes, elle va être réfléchie dans tous les sens. Voilà pourquoi vous avez un mur de lumière. C'est aussi pour ça qu'on vous recommande de rouler avec les feux de croisement. Les codes, si vous voulez, pas les phares, parce que les feux de croisement éclairent plus bas. Et les phares anti-brouillard, ça éclaire encore plus bas. Et vu qu'au ras du sol, il y a moins de brouillard, vous éclairez par le bas, vous y voyez mieux. Loren Dietrich est le premier constructeur à avoir pensé à ce mécanisme et sont arrivés avec la B36, dit la Cyclope, parce que le phare anti-brouillard était en plein milieu. C'était un franc succès et ils ont réalisé le triplé. 1927, la traction. À l'époque, vous avez des moteurs avant, mais c'était les roues arrière qui transmettaient la puissance au sol. Jean-Albert Grégoire a donc pensé à la Tracta et l'a mise en service pour les 24 heures du Mans 1927. Alors l'édition de 1927, il y a eu des rebondissements partout et la Tracta s'est un petit peu mise en valeur même si elle ne termine que 7ème. Ça a séduit pas mal de constructeurs et Citroën a repris le flambeau de Jean-Albert Grégoire pour sa Traction. Ouais, Traction c'est le nom de leur voiture. Ils ne sont pas vraiment foulés. Aujourd'hui, la plupart des voitures de Monsieur Tout-le-Monde sont des tractions. 1949, le moteur arrière. Enzo Ferrari disait que les bœufs tiraient toujours la charrue. Mais le Commendatore n'était pas toujours le plus malin. Et à ma grande surprise lorsque j'ai écrit cet épisode, c'est une Renault 4 chevaux qui est la première voiture à moteur arrière. C'était la Renault 4 chevaux de Camille Hardy qui roulait dans la plus petite des catégories, la 1,1 litre. Alors l'aspect de cette voiture ne fait vraiment pas penser à quelque chose de sportif. Et pourtant, elle a surpris pas mal de monde. Très rapidement plus tard, la plupart des voitures de course utilisaient des moteurs arrière. En ce qui concerne nos voitures de tous les jours, c'est plutôt rare d'avoir un moteur arrière à moins qu'on ait de l'oseille pour s'acheter
acheter une sportive. Et dire que Renault a tenté d'empêcher Camille Hardy de faire ça à sa 4 chevaux. Ironie de l'histoire, la première voiture à remporter les 24 heures du Mans avec un moteur arrière, c'est la Ferrari 250p en 1963. Très avant-gardiste Enzo Ferrari. 1951, le pneu radial. Cette technologie a été inventée en 1946 par Michelin, mais elle a été validée aux 24 heures du Mans 1951. C'était avec le pneumatique Michelin X. Alors comment est-ce que ça marche? Alors avant les pneus radiaux, on avait les pneus diagonaux. Un pneu, ce n'est pas seulement un morceau de caoutchouc qui est rond et qu'on met sur une voiture. C'est un petit peu plus complexe. Ouais, c'est vraiment très complexe. Déjà, le mélange, les matériaux utilisés, tout ça, c'est un bordel. C'est très secret, je ne connais pas la recette. Et si vous la trouvez, je serais curieux de la savoir. Mais un pneu, on peut le diviser en deux parties. Les côtés, les flancs, le dessus, la bande de roulement. Ce morceau de caoutchouc est composé de plusieurs couches qu'on appelle des nappes avec des filaments, qui sont en textile et en métal. Sur les pneus diagonaux, ces nappes allaient d'un flanc à l'autre du pneu à environ 60 degrés, ce qui fait qu'elles se chevauchaient sur toute la longueur du pneu. Alors c'est bien, ça roulait, mais par rapport au pneu radial, eh bien, il y a beaucoup d'inconvénients. La structure du pneu radial est légèrement différente. La première couche, les fils sont en textile et vont de part et d'autre du pneu, d'un flanc à l'autre du pneu à 90 degrés, ce qui fait qu'ils sont perpendiculaires au sens de roulement. Les nappes supérieures ne sont posées que sur la bande de roulement et les fils ne se croisent pas comme sur les pneus diagonaux. Les nappes sont superposées les unes sur les autres, ce qui fait que lorsqu'on regarde la structure du pneu du dessus, on obtient plusieurs triangles. L'avantage du pneu radial, c'est qu'il est flexible sur le flanc du pneu, ce qui fait que la bande de roulement est toujours collée à la route, donc une meilleure adhérence. Et le fait que les fils soient superposés et ne se croisent pas comme les pneus diagonaux fait que le pneu est plus résistant. Meilleure adhérence, meilleure résistance, meilleure consommation et plein d'autres avantages par rapport au pneu diagonal. Le pneu radial est une révolution. Bref, le Michelin X a tout explosé. 1952, l'injection directe. Alors là, on est vraiment dans le moteur et je pars du principe que vous savez déjà grossièrement comment ça fonctionne parce que si je devais vous l'expliquer, ça prendrait 3 plombes. Vous voyez ce que c'est qu'un cylindre, à l'intérieur il y a le piston et le moteur avance grâce à l'explosion du mélange carburant-air. Explosion ou plutôt combustion. À l'époque, le mélange air-carburant se faisait dans le carburateur. Le problème c'est que c'était pas vraiment précis. Ouais, pour que ce soit performant, il faut que le rapport air-carburant soit optimal. C'est ce qu'on appelle le rapport stoichiométrique. Et le problème c'est qu'avec les carburateurs, on se retrouvait souvent avec des mélanges imprécis. Soit c'était trop pauvre en carburant, soit c'était trop riche. Donc l'explosion, ce qui fournit de la puissance au moteur, n'était pas toujours optimisé. Et donc Mercedes est arrivé en 1952 avec l'injection directe. En gros, le mélange se fait directement dans la chambre de combustion, directement dans le cylindre. Ce qui fait que c'est beaucoup plus précis et donc beaucoup plus performant et de plus, la consommation est mieux maîtrisée. C'est pas compliqué, les Mercedes 300 SL ont tout gagné. Ce qui est fou, c'est que cette technologie était à la base faite pour les avions, faite par Bosch pour l'aviation. Le sport automobile s'est toujours beaucoup inspiré de l'aviation. 1953, l'une des innovations les plus connues, le frein à disque. Alors c'est bien d'aller vite, c'est bien d'atteindre les 300 km/h, le problème c'est qu'il faut freiner les voitures. En plus, ce n'est pas sur la pédale de droite qu'on juge les meilleurs pilotes, mais sur la pédale du milieu, ou aujourd'hui sur la pédale de gauche. Bref, à l'époque, la technologie pour freiner les voitures, c'était les freins à tambour. Les freins à tambour sont une technologie assez simple. Vous avez une cloche qui renferme tout le système et cette cloche tourne à la même vitesse que les roues. Le système à l'intérieur de cette cloche, ce sont deux mâchoires qui, lorsque vous appuyez sur les freins, vont s'écarter et donc frotter contre la cloche, contre les parois. C'est donc le frottement qui fait que la voiture ralentit, comme les freins à tampon ou comme les freins à disque. Le système de frein à disque est divisé en 3 parties. Le disque, qui tourne à la même vitesse que les roues, l'étrier et les plaquettes. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, l'étrier va serrer les plaquettes contre le disque, ce qui fait que ça va freiner grâce au frottement. L'avantage par rapport au freinage à tambour, c'est que c'est plus efficace, les distances sont réduites. Alors aujourd'hui, les freins à disque de course sont légèrement différents que les freins à disque de nos voitures de tous les jours. La taille du disque, la taille des plaquettes, la force de l'étrier fait que le freinage est plus ou moins souple. Puis vous avez les garnitures de plaquettes et les garnitures de disques qui rendent le système plus ou moins efficace. Et donc, ce système de frein à disque équipe les Jaguar Type D des
les 24 heures du Mans 1953. C'est une révolution, les Jaguars défoncent tout. 1962, les phares à iode. Jusqu'alors, les phares c'était des lampes halogènes et en 62, Ferrari est arrivé avec des phares complémentaires, des phares à iode. 3 ans plus tard, toutes les voitures de la grille étaient équipées de cette technologie. Cette technologie a fait passer l'éclairage de 170 mètres à 300 mètres de portée, 130 mètres supplémentaires. Croyez-moi qu'à 3 heures du matin à 250 km/h dans les Hunaudières, ces 130 mètres supplémentaires ne sont pas de trop. 1967, les premiers ailerons. Le problème était simple, les voitures étaient profilées, mais il fallait trouver un nouveau système pour avoir plus d'appui dans les virages. Facile, tu prends une aile d'avion, tu la retournes et tu la fixes à ta voiture, le tour est joué. Ouais, alors avec un regard de 2021, c'est vraiment facile de trouver la solution. Maintenant, à l'époque, il fallait l'inventer. Et c'est Chaparral qui est le premier constructeur à placer un aileron sur sa voiture, sur la Chaparral 2F. Et en plus, ils avaient déjà inventé le DRS, parce que l'aileron, il était à plat dans les lignes droites et relevé dans les virages. Le DRS vient du Mans. Alors vous allez me dire que des ailerons, c'est pas sur nos voitures de tous les jours. Alors c'est clair que là aussi, il faut encore de l'oseille pour s'acheter une sportive, ou alors tuner un petit peu sa voiture. En 67, il y a également eu l'arrivée des pneus slick. Mais pour le coup, le pneu slick, c'est réservé à la compétition sur circuit, c'est pas pour nos voitures de tous les jours. Et si on vous pose la question, c'est Michelin qui a inventé ça. Ensuite, au fil des années, plusieurs technologies sont passées par le Mans. Elles étaient déjà existantes, mais elles ont été validées grâce aux 24 heures du Mans. Comme le moteur Wankel en 70, le moteur turbo en 74 ou le moteur hybride en 98. Les dernières innovations venant directement des 24 heures du Mans, ce sont les phares LED et les phares laser. Les phares LED sont arrivés avec l'Audi R18 de 2011 et les phares laser en 2014, toujours avec Audi. Je vous laisse regarder le Vultec de Villebrequin sur les phares pour comprendre comment fonctionnent les lasers et les LED. Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que mes explications auront été claires. Je vais pas vous mentir, ça fait plus d'1 heure que je tourne. D'habitude, il y a les voix off qui fait que c'est plus simple de tout balancer. Là, c'est uniquement de la face cam. C'est la galère, j'ai plus de gorge. J'ai bu plein de fois, mais bon, ça c'est un truc qui n'ont pas été gardés au montage. C'est vraiment pas intéressant de voir quelqu'un boire. En plus avec une gourde où il y a des fleurs dessus. Voilà, mais bon, si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager et à activer la petite cloche. Vraiment, ça me ferait très plaisir. Les liens des réseaux sociaux sur le côté gauche de l'écran, Instagram, Facebook, Discord, Utip, tous les liens en description. Profitez de Utip parce que ça va bientôt disparaître. Ceux qui ont fait des dons sur Utip, vos noms s'affichent en bas de l'écran. Merci à vous. N'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer l'innovation. À la prochaine. Strepsil. Bonne innovation le Strepsil ça. Oh magnifique, on a plus d'1 heure de rush. Oh le montage. Le montage. Des bisous.